Et bonsoir tout le monde, comment ça va? Déjà pas mal de personnes dans le chat, un chat déjà présent. Est-ce que ça va bien? Ravie de vous retrouver. On est lundi et on est ensemble pendant 1 heure, comme tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi, dans le talk. On s'arrête sur un sujet d'actualité, un sujet de société. Parfois, on s'éloigne un petit peu de l'actualité, mais c'est pas le cas de ce soir. On débat de ce sujet-là avec vous, le chat, qui posez vos questions et qui réagissez en direct et avec des invités en plateau. Est-ce que vous avez passé un bon week-end, les talkers, la communauté du talk? Bienvenue d'ailleurs aux modérateurs et aux modératrices aussi qui animent et modèrent le chat. Merci beaucoup, merci à vous. On va vous envoyer d'ailleurs, si c'est possible, ou bien vous l'épingler, le lien vers le Discord, vers le serveur Discord du Talk, si jamais vous voulez nous retrouver pour qu'on débriefe un petit peu les émissions, qu'on parle des sujets qu'on aborde. Vous pouvez aussi nous proposer des idées d'invités, puis ensuite nous, on étudie tout ça et on voit ça. D'ailleurs, vous nous avez proposé, vous avez suggéré une idée d'émission sur le livre d'Olivia Leray, sur l'alcoolisme, comment on vit, comment on grandit quand on a un parent alcoolique. Et donc, elle viendra vendredi. Voilà. Est-ce que ça vous va? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans les petites nouveautés? Oui, ça y est, nous avons, alors c'est du détail, mais c'est important, les gens suivent ces histoires-là. Nous avons commandé les nouveaux canapés. Voilà, car nous allons avoir de nouveaux canapés. Et donc, je me suis rencardée aujourd'hui et la commande a été passée. Donc, il faut attendre 8 semaines. Voilà, vous savez tout. Oui, c'est les délais. C'est les délais ici chez nous. Je voulais aussi vous dire qu'à partir de demain, et après j'arrête avec ce genre d'annonce, les replays du talk seront disponibles sur la chaîne YouTube de France Info. Voilà, on va publier, c'est Joey qui va publier, merci à elle, Joey qui va publier les émissions, donc ça sera dispo à chaque fois en fait le lendemain matin. Voilà. Est-ce que ça vous va comme fonctionnement? Ce soir, on va continuer de parler du contexte social et politique lié à la réforme des retraites. On en parle depuis un petit moment déjà. C'est vrai que la semaine dernière, on a fait pas mal de déclinaisons. On a débriefé le vote sur des motions de censure. Ensuite, vendredi, Ludo a plutôt choisi de traiter l'angle de la stratégie de maintien de l'ordre. Voilà. Ce soir, nous, on vous propose de vous pencher sur cette question. Notre démocratie est-elle en danger? Point d'interrogation. Il y a déjà quelques petites réponses, quelques petites réactions que je vais piocher là pour faire réagir nos invités. Le recours à l'article 49 alinéa 3 ne passe plus, les déclarations politiques ne retiennent parfois plus l'attention, la parole présidentielle semble ne plus être audible, les Français s'abstiennent de plus en plus de voter et ils ont de moins en moins confiance dans les politiques, dans les médias aussi. Les mobilisations sont quant à elles de plus en plus fréquentes, de plus en plus massives, la contestation monte jusqu'à s'exprimer parfois dans la violence. Alors comment en est-on arrivé là? On va évidemment parler de confiance en politique. Le niveau de confiance des Français dans les institutions est au plus bas depuis la crise des Gilets jaunes. C'est une enquête réalisée par l'Institut Opinionway pour le Cevipof qui le dit et qu'on peut d'ailleurs retrouver, je vous montre ça parce qu'il est vraiment hyper intéressant comme tous les numéros du 1, mais le 1 a sorti mercredi dernier ce numéro, La démocratie sur des braises, voilà, et il y a notamment tout un tas d'entretiens, dont Bruno Cotresse qui décortique justement le résultat de ce baromètre, de cette enquête. Elisabeth Borne, la Première ministre, a dit hier que la méthode qu'elle allait fixer pour l'avenir, c'était pas de 49.3 en dehors des textes financiers. Mais cela suffira-t-il à redonner confiance? Emmanuel Macron est-il en train d'affaiblir notre démocratie? Peut-on avoir
raison, seul, mais contre presque tous. Et l'autre thème qu'on va aborder ce soir, c'est cette répression du mouvement social. Il y a le syndicat de la magistrature qui s'inquiète des gardes à vue jugées abusives, mais aussi des violences policières. Là aussi, c'est une citation pour le coup, je ne l'ai pas précisé, mais je le précise. Depuis le début du mouvement, il y a l'IGPN qui a été saisi de 17 enquêtes judiciaires et la plupart ont été déclenchées en l'espace d'une semaine seulement. Et nos invités ce soir pour en débattre, Pierre Lepelletier. Hello. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Pierre, tu es journaliste politique au Figaro. Tout à fait. Voilà, et on est très content de te recevoir sur Twitch. Je couvre la gauche au Figaro, du PS jusqu'à Mélenchon, PC, les Verts, etc. Bienvenue à toi. Merci. Yanis Benraou, bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour, bonsoir, ça va? Ça va, tout va bien. Merci pour l'invitation. De rien. Yanis, tu es chercheur en droit public à l'Université Paris-Nanterre, membre de l'Observatoire de l'éthique publique. Et avant qu'on attaque, pardon, j'ai fait une... Si tu veux, tu peux compléter. Hein. C'est libre. C'était très bien. Tout va bien, parfait. Et avant qu'on attaque, je voudrais vous montrer le dessin de Jus Graff, donc, qui est un membre de la communauté du Talk et qui est un illustrateur de BD. Et il nous a fait ce dessin. Manu, ne déconne pas, tu fais du mal à la démocratie. Et Manu, donc Emmanuel Macron, qui répond non, la Constitution, elle dit que je peux. Est-ce que vous voulez peut-être réagir à ce dessin de Jules Graff? Ça dit ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les Français, dans leur grande majorité, sont contre une réforme et en fait, Emmanuel Macron a effectivement, au regard de la Constitution, le droit de la porter, de la défendre, et voilà, et il a utilisé les instruments, je pense qu'on y reviendra, pour qu'elle soit adoptée. Donc, mais voilà, je trouve que effectivement c'est un bon dessin, ça résume bien. Yanis, pardon. Plutôt d'accord. Effectivement, le 49 alinéa 3 fait partie de la Constitution. En revanche, je pense qu'on devrait quand même attendre la décision du Conseil constitutionnel avant de vraiment régler la question de savoir si oui ou non c'est constitutionnel comme utilisation. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer alors? Qu'est-ce qui se joue là au Conseil constitutionnel? Vous deviez nous expliquer un petit peu quand est-ce qu'il y aura une décision, Alors a priori, c'est sur quoi il va trancher ce Conseil constitutionnel? dans un mois, et en fait ils vont voir si le texte est effectivement en phase avec tous les principes constitutionnels, si je ne me dis pas de bêtises, et donc on en saura plus dans un mois. Donc c'est un peu aussi le dernier espoir des nombreux opposants à la réforme des retraites pour qu'il y ait un blocage institutionnel. C'est un peu le dernier blocage institutionnel. Pour résumer la question que va se poser le Conseil constitutionnel, en dehors des aspects très juridiques de cette question, en dehors du fait qu'un certain nombre de constitutionnalistes ne croient pas vraiment qu'une censure va être opérée, la question à laquelle va répondre le Conseil constitutionnel, c'est de savoir si on va pouvoir faire de la réforme sociale en utilisant des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Oui. Parce que l'enjeu de ces projets de loi de financement de la sécurité sociale, c'est qu'on a potentiellement des procédures très allégées, un débat parlementaire très allégé, et permettre au gouvernement de le faire, c'est lui permettre de se passer un peu du pouvoir parlementaire pour faire de la réforme sociale. Et Volker Schulz, alors qui dans le chat, qui dit plusieurs choses. D'abord, au tout début du stream, Volker Schulz qui a dit c'est un homme qui décide de tout alors qu'on est censé être dans un régime parlementaire. Si ça, c'est pas un danger, 3 petits points. Et Pierre, tu disais... Comme tu veux. Allez-y, comme vous voulez. Donc, Yanis. Par rapport à cette question, la 5e République a été une réponse à la 4e qui visait à mettre un peu de monarchie dans notre système pour pour permettre la stabilité gouvernementale. Ça donne lieu à quelques potentielles dérives, en tout cas politiquement on peut le décrire comme ça, dans la mesure où on se met à parler de monarchie républicaine. On a certains constitutionnalistes qui parlent d'égocentrisme constitutionnel, où on a un président qui décide de beaucoup de choses et il a le droit de le faire, avec parfois même des choses qui ne sont pas véritablement constitutionnelles. On peut citer l'exemple de François Mitterrand qui décidait des contours de la pyramide du Louvre, ou de François Hollande qui intervient sur une affaire Leonarda, ou en ce moment Emmanuel Macron qui, en plus de décider seul là, sur cette histoire constitutionnelle, pendant le confinement, il nous annonçait directement devant la télé les règles pour le lendemain.
Et puis tout un tas d'autres exemples dont on pourra discuter peut-être plus tard, mais je vais te laisser parler un peu aussi. Non, mais effectivement, je trouve que cette question, beaucoup de Français se la posent, je pense. Effectivement, on est dans un régime à la fois présidentiel et en fait parlementaire. C'est-à-dire qu'on a deux assemblées et avec un régime président, enfin avec un président qui a des pouvoirs forts et qui peut en fait effectivement passer un peu par-dessus le Parlement avec cet article 49.3. Et alors certes, il y a des moyens de le contrer, notamment la motion de censure, et on a vu que la semaine dernière, c'était vraiment pas passé loin, à 9 voix, mais ça reste quand même quelque chose de très fort, et on voit qu'effectivement, on est quand même dans un régime présidentiel assez fort, et ça pose question, je trouve, de la place du Parlement. Beaucoup de députés que moi je rencontre en tant que journaliste commencent aussi à se la poser. Il y a des députés, par exemple communistes, qui commencent à dire, bah, en fait, est-ce qu'on va continuer à les siéger dans ces conditions alors que on a vu ce qu'on a vu, quoi. Ils peuvent finalement faire passer le 49.3 sur une réforme aussi importante que la réforme des retraites qui concerne en fait tous les Français parce que c'est 2 ans en plus de travail. Donc voilà, il y a, même pour vous dire, pour répondre à la question de l'internaute, même les députés se posent un peu ce genre de questions en ce moment. En tout cas, les Ouais. députés de gauche que je rencontre. C'est Fabien Roussel, donc Voilà. du PCF, du Parti communiste, qui dit est-ce que l'on peut, nous, députés, sénateurs, continuer de travailler, de discuter avec les ministres, avec le gouvernement, comme si de rien n'était, comme si rien ne se passait en ce moment, comme si c'était juste des manifestations? Est-ce qu'après une grande journée comme jeudi, nous pouvons retourner dans l'hémicycle et dire c'est quoi le menu aujourd'hui? C'est ça, effectivement. Yanis? Sur les moyens à utiliser contre le 49 alinéa 3, il y a effectivement la motion de censure, Ouais. mais en vérité, la motion de censure, on a réussi à le faire qu'une seule fois dans En l'histoire de plus, la ouais. Ve République. Oui. Ce qui nuance un peu la possibilité de contrer la motion de censure et ce qui nous amène à la question aussi de savoir un peu ce que c'est le 49 alinéa 3 parce que Ouais. en fait on change de question, on débat plus, on fait plus véritablement de politique, on débat plus du contenu politique d'un texte. On se met à basculer sur des questions pour ou contre un gouvernement et donc on appauvrit le débat. Mm. Et il y a Sanjay Dumière dans le chat qui dit « Ne faudrait-il pas une réforme constitutionnelle pour supprimer le 49 alinéa 3 ?» Ça se débat après, Il y a voilà. des députés qui le proposent, ça, Oui, oui, typiquement. oui, au sein de la NUPES, certains le réclament. Et en fait, alors les contre-arguments, c'est de dire oui, mais sinon, on va avoir un pays qui. Enfin, on prend le risque que le pays peut être systématiquement bloqué si Oui, on est dans ce cas de majorité relative. C'est un débat, franchement, philosophique, qui est dur à trancher pour moi, journaliste, en tout cas. Je sais pas si. ouais. Yanis? Euh, sur En tout le cas, Elisabeth Borne, à demi-mot, elle propose quand même de plus y recourir en Oui. dehors des textes financiers. Une, C'est quand même... une semaine après l'avoir dégainé, donc Ouais. ce qui est quand même c'est pose extrêmement question. bizarre. C'est Ouais. extrêmement bizarre parce que elle dit qu'elle décide de ne plus recourir pour les textes financiers au 49 alinéa 3, alors que c'est ce qu'elle vient de faire. Donc Mm. on a du mal à comprendre. Est-ce que ça veut dire j'ai fait une bêtise, mais je vais la refaire? C'est un peu ce que ça veut dire parce que là, ce qu'on lui reproche, c'est justement de l'avoir utilisé sur un texte financier. C'est justement de considérer que les questions financières ne doivent pas être débattues au sein du Parlement. Et sur le gouvernement Borne, on est à la 11e utilisation en 9 mois, Oui. ce qui est un record absolu jusqu'ici. Donc, il y a la question de... C'est pas un peu trop tard, en fait, de dire ça, Si, quoi, c'est de trop dire, tard, et allez, puis- maintenant, on va plus l'utiliser. En plus d'être trop tard, elle ne répond pas à l'inquiétude puisqu'elle nous dit qu'elle va le refaire. C'est justement ce qu'on lui reproche. Et ça pose d'ailleurs question sur la cohérence politique de l'avoir utilisé une semaine plus tôt Mhm. et de dire une semaine plus tard, maintenant on va éviter. Enfin, ça pose quand même question sur le sens politique à tout ça et sur la cohérence, quoi, du coup. Est-ce qu'elle le reconnaît à demi-mot qu'elle aurait pas dû le faire? Enfin, c'est compliqué, on a du mal à trop comprendre. Donc, c'est pas très clair non plus, je pense, pour beaucoup de Français. Et j'imagine que ce manque de clarté, finalement, le fait que on voit qu'au sein de l'exécutif, on est capable de changer de regard sur justement l'utilisation de cet article 49 alinéa 3, j'imagine que ça contribue pas à donner confiance, à redonner la confiance dans le politique, quoi, qui fait si défaut aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord dans la mesure où je crois que ça touche à une question plus large qui est celle de l'exemplarité, de la déontologie un petit peu de la fonction d'élu ou de représentant, parce que là encore, on a un gouvernement qui, du moins un environnement macroniste qui cumule en tout 11 condamnations, 8 mises en examen de mémoire.
En plus de ça, on a quelques manquements déontologiques à noter. Et je pense que ces registres-là relèvent encore de manquements déontologiques dans la mesure où les changements de discours, les changements de posture politique aussi fréquentes et aussi rapprochés posent un problème du point de vue du crédit qu'on va porter aux propos. Et du coup, du crédit apporté, de la qualité du débat autour d'une réforme comme celle dont on était en train de discuter jusqu'il y a quelques semaines. Et ce qu'on observe aussi là sur le 49.3 et toute cette séquence en fait, c'est qu'il y a une élection législative partielle là, en Ariège qui est en cours. Enfin, il y a eu le premier tour hier. Et donc c'est une élection, pour résumer, il y a une élection législative qui a été annulée. Du coup, il faut refaire l'élection. Et en juin dernier, la candidate macroniste dans cette circonscription de l'Ariège, la première, avait été au second tour avec un plutôt bon score, une circonscription plutôt à gauche, donc plutôt bon score en gros chez les macronistes de gauche. Et là, hier, elle perd 9 points. Donc, c'est-à-dire qu'elle elle perd 9 points, elle est autour des 10-15%, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais elle perd 9 points. Ce qui montre quand même, en démonstration dans le réel, etc., c'est que les macronistes qui ont voté encore en juin dernier pour une candidate Renaissance, bah, en fait, se sont détournés. Alors, le lien, on peut en discuter, mais il y a quand même, ça montre quand même que dans l'opinion, et même chez les convaincus par le macronisme jusqu'aux élections législatives de juin dernier, et bah, il y a beaucoup de déçus, et qu'au point qu'en Ariège, on perd 9 points. C'est un exemple, c'est une étude de cas à la loupe, mais ça dit quand même quelque chose. Ça reflète. Et justement, je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a un véritable souci démocratique, un souci de la représentation, dans la mesure où vous parliez du CEVIP. Tu parlais du CEVIPOF juste avant. Donc au CEVIPOF, on a Sylvain Brouard qui a essayé de démontrer qu'il y avait une corrélation entre l'utilisation du 49 alinéa 3 et l'impopularité du Premier ministre. On a aussi autre chose, c'est que ce 49 alinéa 3, il cristallise des indignations. Quand on marche en manifestation, on voit beaucoup de pancartes avec l'article 49 alinéa 3 dessus. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais on a aussi François Ruffin la semaine dernière qui expliquait que à la minute 49, seconde 3 au Stade de France, les gens se sont mis à siffler. Donc cet article cristallise le besoin démocratique. On n'en serait pas là, entre guillemets, si le gouvernement n'avait pas utilisé cet article. Ah bah, en tout cas, ça a attisé la colère et on l'a vu. Nous, on a passé une journée hallucinante à la rédaction la semaine dernière où, en fait, nous, on pensait pas qu'il allait avoir l'article 49.3. On l'a découvert comme tout le monde et en fait. Quand on reçoit le push, on se dit waouh. Ouais, c'est ça. On se dit finalement, ils y vont. Enfin, ils tentent ils font le 49.3 et en fait, on voit que le 49.3 est dégainé dans une colère dans l'hémicycle avec les insoumis qui se lèvent avec les pancartes et en fait juste après s'organise une manifestation spontanée, à moitié spontanée mais quand même voilà, les gens vont place de la Concorde et en fait c'est à partir de là où vraiment on voit quand même que c'est compliqué quoi en France, qu'il y a quand même un chaos qui s'installe depuis ce moment-là. Donc voilà, après, les macronistes le justifient en disant oui, mais on n'était pas sûr, et le 49.3, encore une fois, c'est constitutionnel, donc on s'est dit on va quand même y aller, mais voilà, après, c'est sûr que ce qu'ils le regrettent aujourd'hui... C'est d'ailleurs ce qui leur est reproché devant le Conseil constitutionnel, c'est le fait d'avoir utilisé autant d'armes à la fois, ce qui potentiellement pourrait affecter le droit d'amendement des députés et la clarté du débat en fait. Il y a peu de chances que ça aboutisse parce que le Conseil constitutionnel ne s'est jamais servi de ces questions-là pour censurer une loi, mais on leur reproche d'avoir tout mis, de ne pas avoir fait un usage raisonné des armes là parce qu'ils ont tout mis en même temps. Le vote bloqué, la procédure accélérée et du coup le 49 alinéa 3. Mais on parlait de confiance, mais si le Conseil constitutionnel valide entre guillemets cette réforme, est-ce que les Français vont en tenir compte? Et en fait, est-ce que vous avez confiance dans le Conseil constitutionnel, le chat? Dites-nous. Parce que c'est quand même une des plus hautes instances de l'État. Et donc, si les Français se disent oui, mais le Conseil constitutionnel, de toute façon, c'est comme le gouvernement, etc., tout dans le même sac, ça devient quand même compliqué. Si le Conseil constitutionnel valide, ça pourrait... comme je le disais juste avant, ce que ça va faire et ce qui est... Là, je ne suis pas sur un plan scientifique, je suis plus sur un plan axiologique. Ça pourrait valider la possibilité pour un gouvernement de faire de la réforme sociale sur une base budgétaire. Parce que là, c'est ça, c'est qu'on fait comme si on était en train de débattre du budget, mais en vérité, on débat de la forme que va prendre notre système de retraite pour les années à venir, pour les décennies à venir. Et ça, c'est un sujet profondément politique. C'est un sujet qui demande de mobiliser des arguments
de meilleure qualité qu'un pour ou un contre. On est en train de débattre de la société qu'on veut demain. Et là, on le fait dans l'urgence, sur un coin de table, sans débattre. Et le Conseil constitutionnel va devoir nous dire, est-ce qu'on peut faire ça ? En tout cas, le chat n'a pas confiance dans le Conseil constitutionnel. Adonis SFR dit ce sont d'anciens politiques, donc bof. Et on cite énormément Fabius. Qui est à la tête du Conseil constitutionnel, effectivement. Et il est vrai qu'il ressort non pas là, pas sur le plan juridique, il ressort de l'histoire du contrôle constitutionnel que ça n'est pas un organe qui fait de l'opposition au gouvernement. Pierre ? Je te sens. Non, mais c'est vrai que, en fait, il faudra peut-être un sondage, je ne sais pas si ça existe, mais voir la confiance qu'ont les Français en Conseil constitutionnel. Encore une fois, c'est une des plus hautes instances de l'État. Donc, si les Français n'ont même plus confiance dans le Conseil constitutionnel, voilà, je pense qu'il y a quand même des questions qu'il faut se poser. Enfin, ça en dit long, en tout cas, sur le regard et la confiance qu'ont les Français envers nos institutions. C'est compliqué, quoi. Et j'ajoute que on sent que parfois tout est un petit peu emmêlé parce que on sent que c'est aussi l'autorité au sens large qui est visée. Par exemple, je prends l'exemple de la mairie de Bordeaux, qui est donc le maire, on ne peut pas le soupçonner d'être macroniste, c'est Pierre Urmic, maire écologiste. Et donc opposé à la réforme des retraites. Et pourtant, la mairie de Bordeaux a été violemment attaquée. On a tous vu la grande porte majestueuse de la mairie brûlée. Et pourtant, bah voilà, on s'attaque à un symbole de l'État. Donc voilà. Il y a Adonis SFR, toujours, qui faisait référence à l'exemple que tu as cité de cette députée de l'élection anticipée. C'était où, en Ariège ? En Ariège, ouais. Et qui disait c'est le signe que Macron en gros, ça serait plutôt une mauvaise nouvelle pour Macron si il faisait la dissolution. Ah bah oui, clairement. En tout cas, je crois que tu as écrit un papier sur ce sujet, justement. Ouais, hier, de permanence, au Figaro. et un dimanche. Un dimanche. Et effectivement, en fait, il y a une enquête IFOP pour le journal du dimanche. Et on s'aperçoit que le camp présidentiel perd beaucoup de points. Que du coup, une dissolution, clairement, Macron aurait beaucoup de mal à avoir une majorité absolue. Il aurait peut-être même du mal à avoir une majorité relative, parce qu'on s'aperçoit que c'est le Rassemblement national qui progresse, la NUPES qui reste stable, mais assez haute quand même. Voilà, mais en tout cas, le grand enseignement, c'est qu'on constate que le Rassemblement national gagne des points, alors que ce n'est pas une force politique qu'on retrouve dans les manifestations, qu'on retrouve dans les médias qui incitent au blocage. On les sent un peu discrets, et pour autant, et c'est un peu le paradoxe, ce sont eux qui, pour l'instant, tirent un peu les marrons du feu. C'est peut-être pour ça, parce qu'on les voit pas trop, on les entend moins. Enfin, cela dit, la mairie de Bordeaux, c'est l'extrême droite. Ouais, alors c'est des identitaires, a priori, effectivement. Donc oui, extrême droite, ultra droite. Peut-être plus largement, c'est un des symptômes de notre Ve République, dans la mesure où la présidentialisation polarise les choses. Et si on prend l'exemple là de l'utilisation du 49 alinéa 3, comme je le disais juste avant, on est passé d'un débat sur la réforme des retraites à une simple question pour ou contre. Et ça fait le bonheur des réactionnaires, parce que l'opposition, c'est la réaction. Ça les met dans le confort. On leur donne un fauteuil, là, parce qu'il n'y a plus à débattre du fond. Et ça facilite une offre politique assez creuse, parce qu'il n'y a plus à le faire, il n'y a plus à débattre du fond. En tout cas, les insoumis qu'on rencontre, donc qui ont adopté et s'est assumé une stratégie de la conflictualité. Ils ont conscience de ça, du risque aussi et justement, que ça peut engendrer. C'est intéressant d'en discuter un peu à froid avec eux. Et donc là, on commence Dis-nous, un peu. Toi qui les... c'est assez partagé. Il y en a qui disaient on a bien fait parce que finalement, on canalisait un peu la colère. Les gens sont en colère, donc il fallait qu'on montre qu'on était en colère, qu'on les représentait, etc. Et d'autres aujourd'hui commencent à dire on a peut-être été un peu trop fort. Moi, il y a un député que j'ai rencontré la semaine dernière qui me disait qu'en circonscription, il se faisait un peu interpeller en disant mais vous avez fait n'importe quoi, c'est pas sérieux, regardez l'image que vous avez donnée, moi je voterai plus. Donc c'était bon. Du coup, il a dit ça m'a fait beaucoup réfléchir. Voilà. Et d'autres craignent aussi que effectivement ils y sont allés fort. Ça a donné une image, les gens qui regardaient
LCP, voilà, ça criait. Enfin, je sais pas si vous avez eu tout l'air de regarder, mais c'est vrai que Mm. parfois il y avait des moments où on comprenait même plus rien. Et une députée insoumise me disait, est-ce que finalement à la fin, les gens vont pas vouloir de l'autorité et donc se tourner vers pour remettre un peu de calme, et donc vont pas finalement se tourner vers quelque chose d'autoritaire. Mm. Et elle citait le Rassemblement national. Donc, tu vois, ça montre qu'il y a quand même beaucoup. Enfin, c'est assez partagé chez les insoumis. C'est en tout cas ce qui ressort de ce baromètre Cevipof, une demande d'autorité. D'autorité, sans doute de sécurité aussi. Là, c'est un peu moins mes sujets, donc Est-ce que, alors je te pose une vaste question, est-ce que les institutions de la Ve République sont viables là, en l'état actuel? je ne sais pas ce que tu veux dire exactement par Est-ce viable. qu'elles sont démocratiques? Alors, Le Ce qui est certain, c'est enfin, déjà, ce qui est compliqué, c'est que la démocratie, c'est pas une question juridique. Mm. On peut peut-être s'attarder sur une chose, c'est les discours politiques sur ces choses-là. Et si on reprend l'exemple du 49 alinéa 3, même François Hollande l'a qualifié de déni de démocratie. Donc son développement, du point de vue de ce discours, c'est un affaissement de la démocratie. On a ensuite autre chose, c'est le discours autour de la légitimité. Et là, je pense que Emmanuel Macron est un bon exemple parce qu'il nous a successivement parlé du fait que la démocratie, c'était pas la rue, puis finalement, c'était pas la foule, puis finalement, c'était pas les syndicats, pour nous dire que c'était la représentation nationale et pour finalement que utiliser le c'était lui, 49. quoi, en Voilà. gros, Et à la presque. fin, c'est lui. Et ça, c'est sans doute symptomatique de nos institutions, symptomatique de la Ve République, qui a présidentialisé les choses et qui permet de faire reposer la légitimité sur une personne, comme ça. Et il accuse d'ailleurs la France insoumise de vouloir, je cite, délégitimer les institutions. Pierre, c'est dangereux d'opposer comme ça la démocratie, enfin la rue. En gros, Enfin, le chaos de la rue versus l'ordre et la stabilité du pouvoir en face. En tout cas, c'est son pari, c'est de dire finalement, voilà, c'est le bordel, c'est le chaos. On voit des images hallucinantes quand même à Paris, avec enfin, des feux dans les rues, etc. Et lui veut apparaître comme celui qui va ramener l'ordre. Ça s'est déjà vu, hein, dans l'histoire, des présidents qui, quand c'était un peu le chaos, sont apparus, voilà, surplombants en disant, c'est moi qui vais vous ramener l'ordre, etc. Et il fait un peu le pari que l'opinion va se retourner, un peu comme au Mm. moment des Gilets jaunes, où l'opinion va se dire, mais c'est pas possible, on est en France, on peut pas voir ça, on peut plus sortir dans la rue le soir à Paris, ça nous fait peur, on peut plus, enfin voilà. Et donc, il fait le pari que les gens vont vouloir à un moment donné de l'ordre, que la contestation c'est bien un moment, mais ça suffit. Maintenant, retour à l'ordre, retour à des choses un peu plus, voilà, voilà, retour au calme, quoi. Et c'est tout son pari. Il l'a pas gagné encore parce que la contestation reste très vive. Il y a une nouvelle journée demain, on va voir comment ça se passe. Donc c'est son pari. Après, on va voir comment ça évolue. Et puis peut-être autre chose, c'est que quand on disait juste avant qu'il y a un affaissement de la qualité du débat, Mm. eux aussi en bénéficient. C'est pas seulement les extrêmes qui sur la Oui, polarisation, c'est se le mettent. pouvoir en place. Eux aussi, oui, du coup, et aussi se basculent dans un discours réactionnaire où ils ne font que s'opposer, que faire des procès d'intention à tel ou tel autre Mm. protagoniste du débat, etc., etc. Après, les insoumis sont ravis. Enfin, je veux dire, qu'Emmanuel Macron parle des insoumis en Conseil des ministres, je crois que c'était en Conseil des ministres. Enfin, il faut se souvenir d'où vient la France insoumise, Mélenchon. Enfin, il y a 10 ans, les insoumis, ça n'existait pas. Enfin, je veux dire, et là, ce sont eux qui sont ciblés. Donc, ça veut dire c'est nous, enfin, c'est l'Élysée contre nous, les insoumis. Enfin, et donc, pour Mélenchon et ses troupes, c'est une super nouvelle. Alors, ils vont jouer le président nous attaque, c'est indigne, etc. Mais en vrai, juste Macron installe le match avec les insoumis dans une opinion qui est très remontée. Bon, bah, les insoumis vont se dire, bah voilà, l'opinion remontée va se dire, bah on est l'issue. Il y a Schnoops Again qui dit, ah mais non, je me suis trompée, Shadow of the Tree, qui dit il existe une notion qui s'appelle l'extrême centre. Qu'est-ce que ça veut dire l'extrême sens? On parlait ces derniers jours, on parlait un peu du populisme du centre. C'est peut-être à ça qu'elle fait aussi référence sur Oui. le fait qu'on bascule dans des comportements réactionnaires dans un parti centriste.
Peut-être. Comment est-ce que l'exécutif peut encore convaincre? Tout à l'heure dans le chat, désolée, je peux pas relever le pseudo parce que c'était vraiment au tout début de stream, mais une personne dans le chat qui disait: «Mais, enfin, comment il va faire en fait Emmanuel Macron pour terminer, ce quinquennat?» J'imagine que c'est une question que tu as retournée dans tous les Ouais, sens, et en fait, il réplique à chaque fois, «Rappelez-vous 2018 et rappelez-vous l'Arc de Triomphe, rappelez-vous quand les manifestants défonçaient, les portes des ministères». Mmh. Et au final, 2018, 2019, 2020, bon, il y a eu le covid et cetera, mais il s'en est pas mal sorti puisqu'il a été réélu et donc les macronistes disent, «On est au début du quinquennat, il y a le temps, 2027 c'est loin», donc finalement tout passe quoi, dans la vie tout passe et donc c'est un peu le pari, de la majorité. Finalement, est-ce que, heu, la plus grande promesse, on va dire, qu'Emmanuel Macron n'ait pas tenue, c'est finalement celle d'incarner, un renouveau de la fonction de président, en fait, et d'incarner une forme de nouveau monde. Enfin, on se souvient très bien, avant qu'il soit élu la première fois et finalement, c'est la plus grande promesse non tenue, le plus gros échec. Il est un peu devenu aujourd'hui l'ancien monde, quoi, l'homme politique lambda. Ça aussi, ça joue en termes de confiance, cette promesse non tenue, sur sa personne, quoi. Bah, c'est oui, non, mais c'est Au-delà ça, des réformes, au-delà ouais, de c'est le nouveau monde qui nous refait le film de l'ancien, quoi. Enfin, c'était la promesse, et même plus récemment, enfin, il suffit de revoir les discours de politique générale d'Elisabeth Borne, quand elle arrive à l'Assemblée, quand elle a été nommée première ministre. Elle nous dit, elle dit à l'Assemblée, voilà: «J'ai une nouvelle méthode, plus de compromis, plus de consensus». Enfin, franchement, il faut le revoir ce discours parce que mmh, quand on voit, ce qui se passe aujourd'hui, enfin, ça n'a rien à voir et enfin, d'ailleurs les députés, de gauche, mais aussi centristes, enfin tous ceux un peu opposés, je pense à Courson, du groupe Lyot, voilà, ils en reviennent pas d'avoir entendu une première ministre leur dire ça et aujourd'hui, et effectivement Emmanuel Macron, le renouveau, bon, bah, voilà, il reprend un peu les codes de l'ancien monde, je crois que plus personne n'y croit trop à ce nouveau monde et bon, il y avait aussi une part de marketing, ouais, il y a eu le changement, c'est maintenant, après il y a eu voilà, ouais. le Emmanuel Macron. Yanis? On peut effectivement s'intéresser au discours politique, c'est pas trop mon domaine, mais voir qu'il y a des incohérences à répétition, des contradictions à répétition. Mais après, pour revenir sur la Ve République, Mmh, notre modèle présidentiel crée, peu importe la personne, crée sans doute un monstre qui se retrouve isolé, d'abord homme providentiel et puis progressivement abandonné de tous et qui doit affronter tout un régime et faire tout seul. Oui, Et d'ailleurs, nécessairement, il déçoit du coup. c'est vrai ouais. alors moi je suis moins parce que je suis plus sur la gauche, mais en tout cas de ce qu'on nous rapporte, c'est qu'effectivement, beaucoup s'étonnent de voir Emmanuel Macron, aussi seul et de se refermer sur un cercle, enfin sur un petit cercle. Donc effectivement, ça pose question, quand on doit prendre des décisions, pour tout un pays, de se reposer sur un petit cercle et passer comme ça au-dessus de l'Assemblée avec des 49 alinéa 3, c'est sûr que ça pose question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Quelles pourraient être, les pistes pour, améliorer, ce système, améliorer, nos institutions, au-delà des consultations et des référendums? Je pense qu'on aurait pu, enfin, on peut discuter un peu du référendum d'initiative partagée, qui est Mmh, aussi symptomatique de la Ve République. Mais, peut-être, juste avant, je voulais revenir sur quelque chose d'un peu théorique, vas-y. sur le rapport qu'on a à la démocratie. Mmh. Parce que je pense que le problème aussi, c'est un mythe, qu'on a autour de la démocratie, le mythe du consensus. Mais c'est ce Heu qu'on apprend en même temps à l'école, oui, quoi. oui, c'est que comme Non, quoi mais je et sais pas, Ouais, c'est enfin moi vrai, en ouais, tout c'est vrai cas, ça. encore je me hier, disais: «Waouh!» Yaël Braun-Pivet s'étonnait du fait qu'on ait du mal en France à trouver des consensus. Alors qu'en vérité, moi, je pense plutôt qu'il faut accepter la dimension, enfin, la présence d'antagonisme dans un régime politique et il faut essayer de construire des institutions qui permettent dont l'objectif est d'essayer de trouver des compromis sur la base Mmh. de ces antagonismes Et et ça, ça en France, ça fait défaut. Par exemple, en Allemagne, ils y bah arrivent déjà un peu mieux. En tout cas, Mmh. ils prennent le temps. En tout cas, on a un problème à le faire à l'Assemblée nationale, on a un problème à le faire, au travail, on a un problème à le faire, localement et si on le fait pas dans ces institutions, si on n'essaye pas de le faire dans ces institutions, ça va se faire dans la rue. Mmh. Voilà ce que j'en pense. Pierre, tu veux réagir ou?
Non, pas spécialement, je partage ce qui vient d'être dit. Sur les solutions, alors les pistes Bah, effectivement, pour réformer, entre guillemets, ce système bah, il y et a ces institutions. le référendum, c'est une piste, mais bon, c'est vrai qu'en même temps, Ouais, enfin, c'est compliqué. Il y a le référendum d'initiative partagée, là, on entend beaucoup parler, mais en fait, ça peut pas être que ça. C'est un référendum fictif. ouais, enfin, c'est vrai qu'en tout cas, ça a jamais marché parce que, enfin, depuis, c'est pas si vieux, mais ça a jamais fonctionné parce que franchement, les conditions sont hyper dures. En vrai, Ouais, sur l'aéroport de Paris, ouais, ça avait été un peu mais il faut combien? 4,7 Il millions? faut, 4,5 millions. 5 en millions. fait, il faut d'abord 1/5 du Parlement. Déjà, ouais. Dis-nous Là, ils pourquoi l'ont. c'est une illusion alors de démocratie ce RIP. On parlait de Benjamin Morel juste avant. Bon, bah, il a fait une tribune pour expliquer en quoi c'était un faux référendum, qu'il avait été construit pour être inutilisable. Tout simplement parce qu'il faut d'abord 1/5 du Parlement Mm. qui décide de lancer l'initiative, non pas de voter sur une loi, hein, mais de lancer l'initiative du référendum. Ensuite, celui-ci doit être validé par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel doit permettre aux Français de se positionner. Et là, il faut qu'un dixième des Français, soit environ 4,8 millions de personnes, acceptent de passer par un référendum. Ensuite, on n'a toujours pas fait de Ouais. référendum. Ce qu'il faut maintenant, c'est que le Parlement vote sur le texte, Mm. ou alors, dans les 6 mois, on passera, sur décision du président, à un référendum populaire. Donc, c'est pratiquement inutilisable. On n'a jamais réussi à le faire, en tout cas. Après, est-ce que sur un sujet comme moi, je m'interroge sur la question de la réforme des retraites, est-ce qu'on peut trouver plus facilement 4,5 millions de personnes? Parce que c'est vrai qu'il y a tellement enfin, 70% des Français, je crois, sont contre. Oui, c'est pas comme sur l'aéroport de Paris. Ouais, c'est ça. Il y a Reason29 il y aurait qui un dit autre le problème. référendum c'est populiste. Moi, Alors, c'est clair. Il y aurait juste un autre problème juridique par rapport à ce point-là, c'est que si on y arrivait, il risquerait aussi de se passer autre chose comme pour Ouais. ADP, Aéroport de Paris. C'est que si on adopte la loi, on promulgue la loi sur la réforme des retraites, on pourra plus passer par le Ouais. référendum. Mm. On a 1 an pour le faire et on pourra plus. c'est trop C'est court? ce qui s'est passé. Oui, enfin, on va promulguer Mm. la loi avant, Ok. donc on pourra certainement pas le faire. Et je vais vous poser une question un peu provocatrice, mais je pense que beaucoup de gens se posent. Mais après tout ce qu'on vient de dire sur nos institutions, sur notre système démocratique, à quoi ça sert d'aller voter Bah, en tout cas, aujourd'hui? effectivement, beaucoup de gens. En tout cas, on peut comprendre la question que certaines personnes se posent là. Bah, à quoi ça sert d'aller voter aux élections législatives Mm. si il n'y a plus de débat à l'Assemblée? À quoi ça sert de voter pour un président si il ne tient pas ses promesses? À quoi ça sert, etc. En tout cas, je pense que ça confirme ce que tu dis, c'est que pour les Français maintenant, la seule élection qui compte, c'est l'élection présidentielle, parce Mm. qu'ils observent que là, c'est seulement le président en fait qui a une vraie marge de manœuvre, et qu'on voit que les élections législatives pour les députés, bah, ça peut être contourné. Et je pense que voilà, et c'est pour ça qu'il y a une très forte participation à la présidentielle et une très faible participation aux autres élections. Et voilà, et ils savent que une alternative et pour changer les choses peut vraiment arriver au moment de la présidentielle. Yacine, pardon. Non, Yanis, oulala. Mais c'est mon deuxième prénom, Yacine. C'est vrai. Et je Parce sais que pas depuis pourquoi tout à l'heure, aussi souvent des j'ai gens mon m'appellent cerveau Yacine. qui me dit non, c'est Yanis et pas Yacine. C'est difficile à traiter comme question Ouais. à notre échelle. Il n'y a pas que voter dans la démocratie, en plus. Voter, non pas que ce soit pas important, mais il n'y a pas que voter. Et quand on questionne la démocratie, le vote et les conditions d'adoption des lois, c'est qu'une dimension. Il y a ton métier, il y a une presse libre qui compte beaucoup dans une démocratie, il y a une autorité judiciaire libre qui compte beaucoup aussi, mais il y a une autre dimension qui a été rappelée récemment par un juriste qui s'appelle Alain Suppiot, qui nous disait qu'on n'a pas de paix durable sans justice sociale. Et la justice sociale, elle passe beaucoup, à mes yeux, par le service public. Donc il y a une autre question qui se pose, c'est la préservation de notre service public. Et ça, c'est lié aux politiques. Et ça, c'est lié aux politiques. Et donc c'est lié au vote. Donc c'est lié au vote. Et je pense qu'il faut aussi se demander quel projet pour le service public ont les personnes pour qui on vote. Intéressant. Et quand on ne croit plus justement dans les institutions, quand on se méfie des politiques, quand on se méfie des médias, quand on ne vote plus, il reste la violence, peut-être une réaction à cet épisode de Sainte-Soline là dans les Deux-Sèvres avec le Ouais, en projet fait, des méga-bassines.
C'est effectivement le risque et nous, en tout cas les députés de gauche, qu'on rencontre, nous disent voilà, on rencontre beaucoup de manifestants, qui, ont fait les manifestations avec la CGT, enfin Mmh. dans les cortèges et en fait ont vu que ça changeait rien et donc se disent: On va faire on va tomber dans la violence quoi» et les politiques de gauche nous enfin surtout, la gauche, plus radicale, les insoumis nous disent, on a du mal à leur dire, enfin on peut comprendre, on condamne, mais on peut comprendre, il y a certaines fois on peut comprendre que certains en ont marre, et que du coup ils veulent aller à l'étape supérieure et pour les politiques de gauche, c'est assez compliqué de trouver un juste milieu entre, il faut pas tomber dans la violence et en même temps, voilà, on peut comprendre. Yanis, ce qui s'est passé à Sainte-Soline, c'est un symbole aussi? La question des violences, je la trouve extrêmement compliquée. Je sais peut-être pas, tout à fait approprié ce que je vais faire, mais je pense que ça mériterait une émission Mmh. et moi je vous invite à inviter, un collègue qui s'appelle Vincent Louis et On note. et Note, Joey. l'Observatoire des violences policières parce que c'est une question extrêmement compliquée Ouais. dans la mesure On a fait où un stream sur la désobéissance civile, en tout cas, donc de ce point de vue-là, mais je te laisse continuer. dans la mesure où il y a un paradoxe, c'est qu'on va tous être d'accord pour condamner les violences et dans le même temps, bon, surtout à gauche, on va, et pas seulement, mais on va célébrer un certain nombre d'événements Ouais, c'est qui vrai, sont le c'est produit vrai. de violences. Ouais. La Comme Commune de Paris, la Révolution française, tous les ans on fait la fête du travail. Et on a dans notre culture politique un rapport à la violence. ça date pas d'aujourd'hui. Et du coup, ce serait intéressant d'avoir des gens qui ont vraiment travaillé le sujet sur lequel moi je suis pas à l'aise là, de venir en parler. Mais justement, tout à l'heure, je vous ai cité, attendez, je vous le remonte. Attendez, je vais changer de plan. Mais tout à l'heure, je vous ai cité ce numéro du 1, La démocratie sur des braises. Est-ce que vous voyez qui est sorti mercredi dernier? Et justement, il y a la philosophe Elsa Dorlin qui analyse justement ce que tu es en train de raconter et qui dit la grève, la manifestation, le piquet, le blocage, l'occupation ont toujours été une modalité d'expression de celles et ceux qui n'ont pas d'autre pouvoir que leur force de travail. Il n'y a rien de nouveau dans ce qui se passe aujourd'hui, bien qu'on veuille nous faire croire le contraire en dénonçant l'ultra-violence des manifestants. Mmh. Après Pierre, ouais, ouais je et te, tu veux nuancer. non, c'est pas ça, mais c'est vrai qu'en fait, on se demande aussi à qui profite, la violence Mm, et nous à gauche, ceux qu'on rencontre nous disent, «Les Black Blocs, c'est pas nos alliés, quoi». mm, mm. Parce que, et les Black Blocs, c'est les alliés du gouvernement. Parce qu'en fait, les manifestants vont avoir peur de sortir dans la rue. On sait très bien et on est tous les 2 dans les médias, donc on voit aussi comment ça se passe, que quand effectivement il y a des vitrines cassées, bah, il faut reconnaître que l'attention médiatique se porte, notamment là-dessus et donc ça voilà, l'opinion lâche un peu, donc c'est compliqué, en fait, c'est des mouvances, qui sont assez éloignées du monde politique. Mm. L'ultra-gauche, il y a aucun lien. Moi, j'avais demandé une fois à une insoumise, une députée insoumise, si elle avait des liens avec tous ces mouvances Black Bloc, ultra-gauche et en fait, ils ne se parlent pas et il y a même, j'ai l'impression, je suis pas du tout spécialiste, mais de ce que j'en lis en tout cas, c'est que dans les mouvements d'ultra-gauche, il y a même une grande défiance envers, les politiques, de manière générale et Mm. donc de gauche. Oui, après presque une forme Ouais, d'anarchisme. c'est ça. Donc c'est compliqué. Effectivement, franchement, ça mériterait plus de réflexion là-dessus, mais sur la stratégie, en fait, des casseurs, des Black Blocs ou qui disent: «Finalement, on n'en a plus rien, enfin, c'est notre dernier recours, donc on y va, quoi». Mais après, en termes de stratégie politique, j'ai quelques doutes. Et puis à côté de ça, sur un plan un peu juridique, on a quand même aussi en fait un moyen juridique qui est le droit de grève, qui est un Ouais, moyen, mmh, quand on parlait des antagonismes, c'est un moyen de faire valoir ses intérêts quand on est un travailleur par exemple. mmh, Comme, on a eu des moyens du gouvernement, comme on a eu donc c'est un moyen de l'antagonisme, démocratique dont on parlait et ensuite sur les violences Mm, policières par exemple, mm, il y a des éléments juridiques à relever, mhm. heu, que ce soit en termes de discours ou en termes d'action. Les interpellations, ou le discours de Darmanin expliquant que les personnes qui participent à des manifestations non déclarées sont, des délinquants, c'est faux. Participer à une manifestation C'est non faux déclarée, juridiquement, c'est tu faux dis. juridiquement.
Il y a un délit, l'article 431-9 du code pénal, si je me souviens bien. C'est beau, il est Euh, fort. Oh là là, Ah, j'ai fait du droit. C'est du par cœur le droit. terrible. Qui permet de. C'est un délit, le fait d'organiser une manifestation non déclarée. Pas le fait d'y participer, d'une part. Et ensuite, sur la police, on a également des choses sur lesquelles on pourrait s'attarder juridiquement, comme l'utilisation des NAS. Et on observe là des utilisations illégales de la NAS en ce moment pendant les manifestations. C'est-à-dire, C'est-à-dire que à quel moment c'est légal et illégal? le Conseil d'État très récemment a encadré la pratique de la NAS, enfin l'a encadré, a obligé le gouvernement à encadrer la pratique de la NAS, et plus exactement ça passe par euh, le référentiel du maintien de l'ordre, j'ai oublié son nom exact. Les NAS, elles doivent être filtrantes, c'est-à-dire qu'elles doivent laisser une ouverture. Elles doivent être limitées dans le temps et proportionnelles. Mhm. Et elles ne doivent viser que des personnes qui représentent un danger. Donc là, les utilisations qu'on observe parfois en manifestation qui visent à nasser tout le monde, peu importe le comportement, Mm. sans limite de durée et sans ouverture, Sans distinction. ça c'est illégal. Mm. Euh, donc c'est un usage disproportionné de la violence. Voilà. Comment qualifier justement la stratégie de maintien de l'ordre employée en ce moment? Bah, beaucoup disent que ça a évolué ces derniers mois. J'ai vu que Sandrine Rousseau disait ça ce matin encore. Ouais. Il y a un sociologue aussi, Olivier Filleul, qui dit justement, enfin qui regrette que la stratégie policière, plutôt que de faire baisser la tension, contribue à amplifier le désordre. Ouais, je sais, moi j'avoue que je sais pas trop parce que j'ai fait quelques manifestations, mais j'ai pas fait celle où vraiment à la fin ça devenait vraiment tendu. En tout cas à gauche, ils disent que sous le préfet l'allemand c'était très compliqué, Mhm. que ça allait mieux, Ouais, et que là depuis en fait 10 jours, ça on est repart. revenu comme avant. Donc après voilà, c'est difficile. Moi j'ai du mal à mesurer. En tout Non. cas, vas-y Yanis. J'ai juste de vous dire que dans les personnes que j'ai citées juste avant, qui travaillent sur les violences policières, Ouais. c'est pas mes spécialités, donc ce serait bien de parler avec eux. Ah ouais, carrément. Mais En tout cas, la de ce France que est j'en- épinglée par Exactement, notamment. La France la est, Ligue des est droits de épinglée, mais l'homme, il y a aussi une tendance. rapporteur des droits. On a des sociologues qui nous expliquent que tout au long du XXe siècle, on a eu une tendance à voir la violence policière, enfin le maintien de l'ordre devenir de moins en moins violent, malgré des pics ponctuels, des incidents ponctuels comme mai 68, comme Ouais. Malek Oussekine, une tendance à la baisse. Depuis 2016, avec la loi travail, ces gens expliquent que c'est reparti, en termes de moyens notamment, et en termes d'investissement, c'est reparti vers une courbe inversée. Mm. Et comment politiquement, comment l'expliquer? C'est difficile, ouais. Moi, je ne Ouais, saurais ouais. pas. En tout cas, il y a donc je le disais, la France est épinglée quand même par la Ligue des droits de l'homme, par la rapporteure des droits, par l'ONU, donc au-delà d'ONG. Et il y a le syndicat donc des avocats de France qui dénonce une répression démesurée et demande aux magistrats notamment de ne pas tomber dans une répression judiciaire disproportionnée, elle aussi, qui viendrait s'ajouter à celle policière. Et il y a aussi le syndicat de la magistrature, je le disais tout à l'heure en début de stream, qui dénonce la répression de la contestation sociale. Est-ce que vous voulez réagir peut-être à ces avocats et ces magistrats qui alertent justement sur la répression de la contestation sociale? C'est les mots employés par Bah, on le parlait de syndicat de confiance, la magistrature. on parlait de confiance de l'État. Quand Si on n'a même, plus confiance ouais, dans la police. oui, oui, voilà. Si même là il y a un manque de confiance, ça montre qu'il y a quand même quelques quelques petites choses à régler, je pense. Ouais. Là, je suis pas sur une base de neutralité scientifique. Moi, je pense que c'est une bonne chose d'avoir des magistrats qui veillent, en qui fait. veillent et Qui qui font un pas veillent, de côté, des avocats aussi qui font un pas de côté là. Et c'est quelque chose d'assez régulier de voir en fait une réaction sécuritaire face à des événements qui entraînent un certain nombre d'interpellations, de choses comme ça, donc une réaction du politique et ensuite un pas en arrière. Je sais pas, je pense notamment aux attentats, la réaction policière après les attentats. On a eu beaucoup d'interpellations, beaucoup d'assignations à résidence, beaucoup trop au début. Et ensuite, quand les magistrats sont arrivés, on a eu un peu un recul, une baisse de la quantité d'assignations à résidence, etc. etc. L'emballement policier, il arrive dans des moments comme ça. Eux-mêmes sont fatigués, hein, quand on passe en manifestation, on le voit.
On le voit aussi qu'il y a des tensions entre eux. Moi, la dernière fois, en passant dans les cortèges, j'ai vu qu'entre eux, ils se parlaient très mal aussi Ouais, c'est vrai. parce que tendus, parce que... Donc là, je suis plus du tout dans Mm, les mm, mm. considérations juridiques. Mm. Euh, Mais en tout cas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il existe, en fait, à part l'IGPN, pour veiller justement et sanctionner ces dérives potentielles policières? Bah que ça, je crois. Moi de. Théoriquement, il y en a quand même. Du coup, il y a la magistrature, Ouais, il y a l'IGPN, ouais. il y a les associations, il y a les Ouais. avocats Hmm. qui sont là pour faire leur travail. On pourrait Et lancer puis, un avez-vous confiance dans l'IGPN, le chat? Ouais. Autre aspect. et puis en théorie, le premier qui devrait le faire, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est Bah, l'autorité hiérarchique, en vérité, Ouais, bien sûr. qui est là pour sanctionner de potentielles dérives ou de mauvais comportements. Et les magistrats dénoncent notamment des gardes à vue préventives. Ça, c'est une dérive, légalement parlant, la garde à vue préventive. Oui, complètement. C'est, C'est un oxymore. Bah oui. Garde à vue préventive, c'est un oxymore. Ça Il y en participe a eu, de... apparemment. Oui, il y en a eu. Oui, complètement, il y en a eu. Et ça Donc des gens participe... qui se retrouvent en garde à vue alors que ils ont Mm. rien fait, quoi. Et on a un peu une preuve, enfin un aveu presque, c'est M. Darmanin qui nous a expliqué que être présent en manifestation non déclarée était un délit. Donc le délit n'existe pas, mais l'autorité hiérarchique considère qu'il y en a un. Donc c'est peut-être ça qui explique qu'on a eu un certain nombre d'interpellations préventives et qu'on a même eu 2 étudiantes autrichiennes. Je ne sais pas si vous avez, si Oui, vous aviez vu Oui. ça. Qui étaient juste en voyage scolaire à Paris et qui sont retrouvés en garde à vue. Et c'est l'ambassade d'Autriche qui est intervenue. Donc oui, effectivement, il y en a eu. Pierre, tu vas Et- ajouter quelque ouais, non, chose sur, sur... sur les violences, au-delà des violences dans les manifestations, il y a aussi ce que nous on observe, c'est les violences contre les élus, Mm. qui prend des proportions. Enfin là, il y a eu des contre Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, on en pense qu'on en veut, mais voilà, elle a reçu des menaces d'insultes contre son bébé. C'est un signe supplémentaire, justement, Ouais, de cette il y a plus de démocratie qui limites, va quoi. mal, quoi. Enfin, il y a plus de limites. Pareil, j'ai discuté avec le jeune insoumis Louis Boyard, qui m'a montré en fait sur son bureau, il avait une pile de menaces de mort. Enfin, c'est sûr, dans une démocratie, c'est quand même triste d'en arriver là. Enfin, et alors ça, c'est difficile à régler, je pense, mais enfin, c'est quand même un symptôme qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Pour nos élus, et comment donner envie aux gens de s'engager en politique alors qu'il y a tout ça, quoi. Et Yanis, tout à l'heure, pour réagir à ce que tu disais sur Gérald Darmanin, qui a dit que, c'est quoi la citation exacte sur les manifestants, sur le délit Il a dit que participer à une manifestation non déclarée, c'était un délit. Voilà, et justement, ça m'a fait penser à cette philosophe, donc Elsa Dorlin, que je citais tout à l'heure et qui est dans la revue Le 1. Je précise que cette émission n'est pas du tout sponsorisée par la revue Le 1, mais comme je l'ai lu, je l'ai en tête. Et c'est intéressant, elle dit, je la cite, que le gouvernement veut criminaliser les manifestants. Oui, Ça, c'est une dérive. La dérive, elle est même juridique, elle est démontrée juridiquement quand on a des gardes à vue préventives. C'est ça. Parce que la garde à vue préventive, c'est la criminalisation de l'acte de manifester. Dans le discours, on l'a, et puis on a aussi, là c'est moins juridique, mais des façons de décrire les manifestants, notamment adoptées par Emmanuel Macron, quand il parle de la foule, quand il parle des factieux, des factions. Il y a un rapport biaisé au droit de grève et au droit de manifester. Et encore une fois, je pense que c'est aussi un moyen en utilisant ce vocabulaire-là, c'est un moyen de montrer aux Français qui ont moins l'habitude d'aller manifester, etc. C'est dire, regardez, c'est mal. vous n'allez pas vous mélanger à ces gens qui foutent le bordel, donc finalement, n'allez pas manifester, ne faites pas grève. Enfin, tout ça est évidemment pensé et stratégique, notamment dans un électorat un peu plus modéré, centriste, même s'il y a un électorat qui peut être opposé à la réforme. Il y a Flouki qui demande, j'imagine à Yanis surtout, est-ce qu'on peut porter plainte pour s'être fait arrêter pour garde à vue préventive? En fait, est-ce qu'on peut aller dans un commissariat et dire bonjour, j'ai été en garde à vue préventive chez vous, je voudrais porter plainte? C'est une bonne question, ça, Flouki. Sur un plan juridique, on peut. Ensuite, sur la possibilité de voir aboutir son action, c'est un peu plus compliqué. Moi, ce que je conseillerais surtout, Ouais. c'est de prendre le numéro d'un avocat quand on va en manifestation en ce moment.
Ouais. Il y a, il y a, C'est il y ce a une que liste. il y a Il des y a... avocats qui donnent leur numéro et qui sont associés avec des droits de l'homme. Et sinon, un avocat de son entourage ou en tapant juste sur Google avocat manifestation, Hmm. vous aurez des noms. Je vais pas faire de la pub pour d'autres cabinets, Ouais. mais mais Non, quand même. je sens que t'es tenté, mais non. Mais on c'est plutôt le cherche conseil, sur c'est plutôt le conseil Internet. que je donnerais plutôt que de faire les choses toute seule ou tout seul. Mm, mm. Et il y a, je recite encore cette Elsa Dorlin, mais qui dit en déployant une véritable chasse à l'aveugle dans les cortèges, les forces de l'ordre, en fait, le gouvernement fait du chiffre et oppose à la réalité du conflit un récit du rétablissement de l'ordre. Ouais, c'est Il sûr, ouais. fabrique lui-même les preuves dont il a besoin. En gros, il crée le désordre pour ensuite rétablir l'ordre et dire, ben voilà, regardez, grâce à moi, tout va mieux. Si elle arrive à le démontrer, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça, encore une fois, que je vous disais que j'étais mal à l'aise, parce que cette question des violences, souvent, elle amène à des postures réactionnaires Mm. où notre réponse va dépendre de la dernière image qu'on a vue sur Twitter. Si on a vu un policier recevoir un parpaing, Ouais, bien sûr. on va on va défendre la police. Si on a vu, ou alors si on fait partie d'une sociologie qui plutôt observe des violences sur les manifestants, alors on va être de l'autre côté. Ouais, c'est vrai. C'est donc des spécialistes qui ont vraiment creusé le sujet sur le temps long, etc. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose à faire là. Et justement, tu parles de la dernière image qu'on a vue. On n'a pas beaucoup parlé des médias, mais peut-être qu'on peut profiter des quelques minutes qui nous restent pour en parler. Quelle focale on choisit quand on parle d'une manifestation? Honnêtement, en tout cas sur certaines chaînes, peut-être que la télé, c'est toujours un peu plus difficile, mais parfois on a vu en boucle en fait toujours les mêmes images Ouais. de poubelles qui crament et d'affrontements, alors qu'il y avait aussi autre chose. Ouais, mais je sais pas ce que tu en penses en tant que journaliste, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit une manifestation et qu'on voit des vitrines brisées? Mm. Je pense que c'est difficile de pas le montrer quand même, moi. En tout cas, oui, on peut pas tourner le dos Ouais, c'est ça. à ce qui se passe, mais que ça soit d'un côté ou de l'autre. Ouais, ouais. Mais Ah, peut-être qu'en équilibrant, c'est ouais, peut-être je dans sais pas. l'équilibre que tout réside. Si je reprends l'exemple des Deux-Sèvres avec le projet Méga Bassine, est-ce qu'on aurait entendu parler de ce projet-là dans les médias s'il n'y avait pas eu d'affrontement? C'est ça aussi. En Qu'est-ce qui effet. fait qu'on s'intéresse à un sujet? Oui, oui, en effet, en effet. C'est sûr que les méga-bassines auraient sans doute un peu moins intéressé s'il n'y avait pas eu tous les affrontements qu'on a vus ce week-end. Et je pense que c'est notamment le pari, on en parlait un peu de l'ultra-gauche, c'est aussi le pari de l'ultra-gauche de dire, voilà, on va faire un peu, on va mener des actions violentes et comme ça, voilà, ça va parler. Enfin, il y a un récit médiatique qui est évident. Yanis? Là, c'est Sur plutôt les votre médias? métier, donc c'est compliqué pour moi de vous apprendre quoi que Oui, ce c'est soit. vrai. Mais en revanche, il y a peut-être juste un point qui relève plus de ce que je fais, c'est de la même manière qu'on questionne l'image renvoyée par un gouvernement, par des élus, du fait de leur prise de participation, du fait de leur conflit d'intérêts. Il y a une question à régler dans les médias, c'est les conflits d'intérêts, c'est les prises de participation Oh oui. par des entreprises privées, par des capitalistes en position Et même dans le service public. exactement, qui convient de régler et qui, je pense, est très importante pour la santé démocratique dont on parlait juste avant. Mm. Je vous rassure, je ne suis pas chef d'entreprise de rien du tout. Basmav qui dit il y a eu un communiqué des journalistes de France 3 aujourd'hui à ce propos, d'ailleurs, Manon. Ah oui, Ah, j'ai pas vu. Ouais, si, en effet. Ouais, ça dit quoi? J'ai vu ça vite fait sur Twitter et effectivement, je crois que c'est la SDJ non, de France 3 qui regrette un peu le traitement D'accord. par la chaîne. Bon, ça typiquement, ce genre de mea culpa et de communiqué, ça peut aider. Je l'ai posté dans le Discord Manon. Merci Kyle. Oh là là, mais non, mais on a des gens qui nous... Je prépare aussi l'émission grâce à la communauté du talk. Et peut-être que je finis là-dessus, mais sur cette citation d'Elsa Dorlin, une philosophe, qui dit, pour ouvrir un peu le débat, elle dit « Ce qui se passe aujourd'hui est plus profond qu'une crise de confiance des élus. Le désir de capitalisme s'est fracturé et à présent, le roi est nu. Il ne lui reste que la matraque pour contraindre la plèbe. » C'est fort quand Ouais, même. c'est fort. Est-ce que vous voulez on finit réagir? là-dessus. Non. Non, Ouais. mais par contre, si vous voulez aborder un dernier point dont on n'aurait pas parlé là pendant cette heure de stream, c'est le moment. Pierre. En tout cas, on peut faire un souhait, peut-être pour finir, c'est que
On fait un vœu, on tu fait un veux vœu, dire? ouais, que la société refasse un peu plus société, quoi, qu'il y ait un peu plus d'apaisement. Alors, je pense que l'exécutif a une grande responsabilité là-dedans, et qu'on arrive un peu à refaire corps, quoi, et qu'on soit pas divisé, même si c'est un peu idéaliste, hein. Mais Mais c'est bien. voilà, oui, moi, je suis un peu idéaliste, et bon, voilà, de faire société, quoi. Est-ce qu'on peut être idéaliste aujourd'hui? Ça peut être un autre débat. En tout cas, j'aime bien cette idée du vœu en fin Ouais. d'émission. On peut peut-être le généraliser. Yanis, si tu veux Euh, ajouter quelque chose. oui, oui, pourquoi pas. Peut-être simplement, là, j'enlève vraiment tous mes costumes de doctorant, de représentant d'institution, d'observatoire. Et je vais peut-être simplement parler en tant que représentant et doctorant de Nanterre. Et du Ouais. coup, C'est déjà pas mal. en tant qu'agent public et usager du service public, en ce moment, le gouvernement nous fait des injonctions aux efforts, à l'effort. Donc, il fait appel à notre citoyenneté, il fait appel sur une base un peu morale. À notre sens Exactement. Et de ça, la ça, patrie. ça fait sens parce que notre histoire, elle est ponctuée comme ça d'appel à la raison collective, d'appel à l'effort collectif. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que les efforts, là, par exemple, avec des doctorants précaires qui continuent de faire cours correctement, les efforts, je les vois tous les jours. Mm. L'année dernière, j'étais hospitalisée, j'ai vu des infirmières qui faisaient des efforts tous les jours. Les éboueurs, c'est pareil. Il y a plein de gens dont c'est pareil. Il y a plein de... toutes les personnes qui font vivre les secteurs essentiels de notre société, les efforts, ils les font tous les jours. Et que ces injonctions à l'effort, elles doivent reposer sur aussi un crédit, une exemplarité. Sinon, ça risque de provoquer plus de la colère qu'autre chose. Voilà. Préserver donc les services publics, c'est peut-être en tout cas l'une des pistes pour protéger la démocratie finalement, que ça touche les médias, l'hôpital, mais aussi l'école, l'éducation. Schnoopsegen qui dit l'amour gagne à la fin. On Voilà, verra. cette note positive. Merci beaucoup Yanis Benraou, chercheur en droit public à l'Université Paris-Nanterre, membre de l'Observatoire de l'éthique publique. Et merci Pierre Lepelletier, journaliste politique au Figaro. Merci le chat. Mais vous avez été hyper nombreux et nombreuses ce soir. Donc je suis hyper contente, on est hyper contents. Merci à vous. J'espère que cette émission, que ce stream, que ce podcast, que ce contenu audio-visuel vous a plu. Merci aux modérateurs et à toute l'équipe du Talk. D'ailleurs, si vous aimez le Talk, en fait, abonnez-vous à la chaîne. Oh là là, je fais de la promo, mais c'est pour le service public, donc c'est bien. Mais non, en vrai, abonnez-vous, comme ça, vous serez notifiés, en fait, tout bêtement, à chaque fois qu'on fait un stream. Est-ce que je peux faire un Yanis, petit moment de pub pour un ouais. événement Allez. avec l'Observatoire... non, pas du tout. Avec la Fédération française de débat, francophone de débat, Ouais. et le collectif Nos Services Publics, on va faire un procès du service public à la mairie du 12e, le 12 avril. Ok. L'idée, ça va être de mettre en scène des transformations du service public. Donc, vous êtes toutes et tous Donc en mode fiction. bienvenus. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui vont passer sur scène, un faux consultant de McKinsey qui débat avec une infirmière, des choses comme ça. Trop bien. Donc l'idée, c'est de rire, même si tout ça n'est pas très drôle. C'est un événement organisé autour de la fierté du service public. Et donc, vous êtes toutes et tous les bienvenus à la mairie Chouette. du 12e le 12 avril. Ça me fait penser au tribunal pour les générations futures. Je sais pas si ça existe encore, mais C'est un peu le même registre. c'était des procès aussi fictifs. Et ben, c'est noté. Est-ce que vous avez noté le chat? Merci beaucoup. Pierre, si tu veux faire de la pub aussi pour une bonne cause. Vous pouvez acheter le journal, Voilà. acheter la presse. Ouais. soutenir la presse. Merci beaucoup. Et je vous rappelle, les amis, les replays du talk seront disponibles sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube de France Info, à partir de demain matin. On se retrouve demain à 18h. Le thème, la mobilisation est-elle partie pour durer? Et puis après, on parlera d'autres sujets pour le reste de la semaine. Merci beaucoup. Bonne soirée et encore merci de nous avoir suivis. Salut, à demain.